Le président de la République par intérim est allé ce matin s'enquérir de l'installation effective de la commission Dialogue et Réconciliation, une occasion pour Diankounda Traoré de rappeler aux membres leur principale mission qui est de réconcilier tous les Maliens de Caille à Kidal. Le président de l'Assemblée nationale par intérim est à Washington. Sur place, Younousi Touré a demandé aux parlementaires américains une aide plus accrue dans le cadre de l'organisation des élections et la sécurisation des candidats. Ici à Bamako, les 1300 nouveaux fonctionnaires étaient face au ministre en charge de la fonction publique. Au cœur de la rencontre, les différentes formations qui leur sont destinées. Le ministre les a également invités au respect de l'éthique et de la déontologie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Mercredi 22 mai, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du professeur Diankounda Traoré, président de la République par intérim. Le contenu du Conseil des ministres, c'est avec Ibrahima Diambélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko. Le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. D'abord au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de bitumage de la route Bandiangara-Bankas-Koro, frontière du Burkina Faso, tronçon 3, Koro, frontière du Burkina Faso. Le présent marché est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur de notre pays. Il porte sur le bitumage du tronçon Koro, frontière du Burkina Faso, d'une longueur de 30,5 km de la route Bandiagara-Bankas-Koro, frontière Burkina Faso. Les travaux à exécuter comprennent la construction et la réhabilitation de la chaussée, la réalisation et la réhabilitation du réseau d'assainissement avec la reconstruction de certains ouvrages existants et la création de nouveaux ouvrages avec des bassins de rétention. Le marché est attribué après appel d'offres au groupement EGK SITAC SA pour un montant de 5 milliards 950 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. Le financement est assuré par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le budget national. Et sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense et des anciens combattants. Le cadre organique de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense et des anciens combattants fixé par le décret numéro 10-205 PRM du 12 avril 2010 a révélé des insuffisances préjudiciables à son efficacité. Il a été relevé notamment l'impossibilité de faire appel à d'autres compétences en dehors des forces armées, l'absence de précision des profils des militaires appelés à occuper les différents postes du cadre organique. L'adoption du présent projet de décret a pour objet de doter la direction des ressources humaines du ministère de la Défense et des anciens combattants de ressources humaines compétentes pour faire face sur les 5 prochaines années aux enjeux et aux défis liés à l'administration et à la gestion des personnels des forces armées. Le projet de décret précise le profil des officiers et sous-officiers appelés à travailler au sein de la direction et ouvre le cadre organique et d'autres corps de la fonction publique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Agriculture, inspecteur à l'inspection de l'agriculture, M. Yacouba Koulibaly, attaché de recherche, M. Oumar Koulibaly, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, M. Aliou Konaté, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, M. Abdoulaye Traoré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, M. Draman Diarra, ingénieur des eaux et forêts. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Seriba Traoré, professeur principal d'enseignement secondaire. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux propositions de réponses, recommandations
issu de l'examen du Mali dans le cadre de l'examen périodique universel EPU du Conseil des droits de l'homme. L'examen périodique universel EPU est un mécanisme d'évaluation des performances des États en matière des droits de l'homme institué au sein du Conseil des droits de l'homme. Il permet de passer en revue les différentes réalisations et efforts entrepris en vue de la promotion et la protection des droits de l'homme. Du 21 au 25 janvier 2013, et la situation des droits de l'homme dans notre pays a fait l'objet d'un examen dans le cadre du deuxième cycle de l'examen périodique universel, le premier ayant eu lieu en 2008. La présentation du rapport dans un contexte de crise institutionnelle et sécuritaire a donné l'occasion de réaffirmer l'engagement de notre pays avec l'appui de la communauté internationale à rechercher des solutions durables qui prennent en compte les droits de l'homme. Le rapport fait état, entre autres, du cadre normatif et institutionnel mis en place pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays, des progrès réalisés ces dernières années en matière de gouvernance démocratique, d'effectivité des libertés individuelles, et collectives, ainsi que des efforts fournis dans les domaines économiques, social et culturels. À l'issue de l'examen du rapport, les représentants des pays membres du groupe de travail ont salué les progrès enregistrés par le Mali en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Ils ont soulevé des questions et formulé des recommandations tendant à consolider l'ancrage des droits de l'homme dans notre pays. Les propositions de réponse du gouvernement à ces recommandations font l'objet de la présente communication. Elles seront soumises au Conseil des droits de l'homme pour un examen au cours de sa 23e session à laquelle prendra part une délégation de haut niveau de notre pays. Voilà ce qu'il fallait retenir donc du Conseil des ministres de ce mercredi, Ndeye Sissoko. Merci Ibrahima Djambélé. Vous venez de l'évoquer, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret concernant le bitumage du tronçon Koro, frontière de Burkina Faso, un tronçon qui fait partie de la route communément appelée route du poisson. Après ce journal, nous rediffuserons un magazine de Fatima Sidibé consacré justement à cette route. En attendant, juste après le Conseil des ministres, le président de la République par intérim est allé à la commission Dialogue et Réconciliation. C'était pour s'enquérir de l'installation effective de la structure. Une occasion pour le professeur Dioncounda Traoré de saluer et encourager les commissaires pour leur nouvelle mission, à savoir réconcilier tous les Maliens. Reportage de Ibrahima Traoré. Commission Dialogue et Réconciliation, la structure reçoit la visite du président de la République par intérim. Dioncounda Traoré rencontre d'abord le premier responsable de la CDR pour un tête-à-tête. Cette brève entrevue est aussitôt suivie d'une réunion avec l'ensemble des membres de la commission. Occasion pour Mohamed Salia Sokona d'annoncer au président Traoré l'installation progressive de sa structure. Déjà, tous les commissaires sont imprégnés du règlement intérieur et autres textes qui régissent la commission. La CDR envisage pour bientôt des missions à l'intérieur du pays. Très rapidement, nous allons nous rendre sur le terrain. Les commissaires vont sortir. On va aller dans toutes les régions pour nous faire connaître parce que les gens savent que la commission qui était tant attendue a été mise en place. Mais il faut qu'on aille sur le terrain, qu'on rencontre la population. Je pense que tout ça aussi, ça participe de l'information, de la sensibilisation en attendant que vraiment que nous atteignions notre vitesse de croisière. Le président de la République par intérim a tenu à rappeler la difficile mais pas impossible mission de la CDR. Il dira que c'est un véritable travail de sacerdoce qui attend les uns et les autres pour recoudre le tissu social. Lorsqu'on parle d'unité nationale, cela veut dire que nous voulons que toutes les communautés qui vivent sur ce territoire vivent en parfaite harmonie. Et c'est là ce qui est d'essentiel aujourd'hui à obtenir pour le Mali. Nous parlons de reconstruction, nous parlons de paix et de sécurité, nous parlons de développement, nous parlons de beaucoup de choses et toutes ces choses-là sont conditionnées par la réconciliation nationale. Un peuple qui n'est pas réconcilié avec lui-même, des hommes et des femmes qui ne s'entendent pas, qui ne se font pas confiance, qui n'ont pas envie de vivre ensemble, je crois qu'ils ne peuvent pas constituer une nation. Et c'est pour vous dire que la mission dont vous êtes investi aujourd'hui est une mission capitale. Une mission capitale. Vous entendrez beaucoup de choses
Les gens sont de tempéraments différents. Ils éprouvent des sentiments différents devant les événements. Mais n'oubliez jamais que vous ne devrez jamais vous laisser dévier de votre chemin. Partout, vous rencontrerez parfois des extrémistes qui vous diront non, 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 nous ne voulons pas de ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais c'est justement pour ça que vous êtes là. Hein? C'est pour réconcilier tout ce monde-là. S'il n'y avait pas de problème entre les gens, s'il n'y avait pas de besoin de réconciliation, vous n'auriez pas été créé. Si vous avez été créé, c'est parce que justement, il y a des problèmes entre les gens. Et ce sont ces problèmes-là qu'il faut aplanir. Vous aurez besoin de beaucoup de patience, d'un sens de l'écoute extraordinaire. Vous entendrez de bonnes choses, vous entendrez de mauvaises choses. Parfois, on vous insultera. Il faudra accepter tout ça pour notre pays, pour le Mali. Le président Dioncounda Traoré a réitéré sa disponibilité et celle du gouvernement à accompagner la commission dialogue et réconciliation. Mais la structure semble attendre encore les moyens nécessaires pour atteindre sa vitesse de croisière. Un peu plus tôt, avant cette visite du président de la République par intérim, c'est l'ambassadeur de Chine au Mali qui a été reçu par le président de la commission Dialogue et Réconciliation, Thiaw Zongming, d'y apporter le soutien de son pays à cette initiative. Son entretien avec Mohamed Salia Sokona a essentiellement porté sur les missions de la commission. Thiaw Zongming, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Ibrahima Traoré. Le président nous a présenté les fonctions et le fonctionnement de cette commission. Et ça nous facilite de mieux connaître cette commission. Nous pensons que la commission, il a bien installée, va jouer un rôle important dans la vie politique du Mali. Je crois que après la guerre du Nord, maintenant, le dialogue et la réconciliation peuvent laisser le Mali de trouver une stabilité durable. Avec la stabilité et la sécurité, le Mali va relancer son économie et nous espérons que cette commission va obtenir un grand succès. Je crois que la Chine va toujours soutenir cette commission. Série d'audiences au Haut Conseil des collectivités. Le président de l'institution a successivement reçu l'ambassadeur du Ghana, une délégation du comité de plaidoyer de la société civile et le réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Le compte-rendu des audiences avec Aïssata Ibrahim Maïga. Le motif principal de cette rencontre de l'ambassadeur du Ghana avec le président du Haut Conseil des collectivités est d'échanger sur une possible collaboration entre le Haut Conseil des collectivités du Mali et celui du Ghana. À notre niveau, nous avons essayé d'amener la gouvernance jusqu'en bas, comme ici on parle surtout de décentralisation, pour que les bas peuples puissent se sentir vraiment concernés par rapport à des prises de décision qui concernent sa propre vie. Et à ce niveau, nous avons suggéré à ce que les deux institutions essaient de mettre en place une petite commission pour des visites mutuelles au Ghana et au Mali, pour qu'ensemble ils puissent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour vraiment le bien-être de nos deux populations. Le comité de plaidoyer de la société civile sollicite, lui, l'accompagnement de l'institution dans la prise en charge du genre en ce qui concerne la loi électorale adoptée il y a quelques jours par les députés. On avait écrit au président des institutions, à des ministres et puis à d'autres personnalités pour voir comment on pouvait bénéficier de leur soutien pour intégrer le genre dans la loi électorale. Et malheureusement, avec ces multiples déplacements, par son calendrier, la rencontre n'a pas pu avoir lieu qu'aujourd'hui. Et nous savons que la loi électorale aussi a été adoptée sans que cette mesure ne soit prise en compte dans le dit projet de loi. Ça veut dire que nous continuons le combat. On ne va pas baisser les bras. Nous allons voir d'ici les législatives qui va être fait pour la fin de l'année, qu'est-ce qui pourrait être fait pour prendre le genre en compte dans cette loi électorale. Comme ce comité, les jeunes des partis politiques du Mali réunis en réseau sollicitent également le soutien du Haut Conseil des collectivités pour une émergence politique des jeunes du Mali. Avec le président, on a présenté ce document de plaidoyer, nos objectifs, et on a vraiment eu une personnalité disponible, prêt à écouter et à défendre la situation des jeunes. On a bénéficié vraiment de conseils de sages qui nous a garanti qu'il est vraiment de cœur
et d'esprit avec nous et que l'institution qui le représente fera toujours son nécessaire pour accompagner la jeunesse dans ce processus de changement. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, accompagné d'une forte délégation parlementaire, séjourne à Washington depuis hier. Sur place, Younousi Touré a demandé à la partie américaine une aide plus accrue, notamment dans le cadre de l'organisation des élections et de la sécurisation des candidats, entre autres. Les précisions de Salif Sanogo. Pour sa première journée de travail, Younousi Touré aura eu pas moins de 6 rendez-vous, dont un entretien de haute portée avec Chris Smith, le président de la sous-commission des affaires étrangères sur l'Afrique à la Chambre des représentants. Avec tous ses interlocuteurs, il aura fait le point sur la situation socio-économique et politique du pays. En toile de fond, les élections présidentielles du mois de juillet ainsi que les législatives en septembre. Si Younousi Touré a apprécié l'aide américaine, il a souhaité que les États-Unis puissent accroître leur appui dans l'organisation des différents scrutins et surtout dans la sécurisation des candidats. D'aide américaine au Mali, il en a été question également lors de l'audition au Congrès sur la crise croissante dans la région du Sahel. Une séance d'audition durant laquelle la délégation parlementaire malienne a eu droit à tous les honneurs. En effet, Chris Smith dira qu'en plus de 400 séances d'écoute qu'il a eu à présider, que c'est la première fois qu'il enregistre la présence d'un président de parlement. Lors du briefing bicaméral regroupant des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, Younousi Touré a attiré l'attention de la partie américaine sur la situation de Kidal. La présence continue d'un groupe armé ne saurait durer ni être encouragée. Ceux qui sont à Kidal aujourd'hui ne constituent qu'une minorité bruyante de Touaregs et il ne saurait être question de faire de leur cas une exception, a-t-il précisé. Un message qui a été bien reçu par ses interlocuteurs américains. La 23e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a débuté ce mercredi matin à Addis Abeba, au siège de l'organisation. Pendant 2 jours, les ministres des Affaires étrangères du continent vont examiner les documents préparés par le comité des représentants permanents COREP. Ils vont se pencher également sur le projet de proclamation sur le 50e anniversaire OUA-UA. Autre sujet au menu des débats, l'examen du projet de plan stratégique 2014-2017 de la Commission et le projet d'ordre du jour de la 21e session ordinaire de la Conférence de l'Union. La délégation malienne à cette 23e session ordinaire est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Kéman Hubert Koulibaly. La conférence des chefs d'État de l'Union est prévue du 26 au 27 mai à Addis Abeba. C'est ce que nous signale notre correspondant sur place, Alassane Djambeli. Et toujours à l'extérieur du pays, dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles 2013, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, Seydou Traoré, a initié une formation des formateurs des missions diplomatiques et consulaires ce mercredi 22 mai à l'ambassade du Mali à Abidjan. Cette formation a pour objectif de former les conseillers d'ambassade et de consulat à la remise de la carte NINA, le fonctionnement de la commission administrative d'établissement des listes électorales et le guide de l'agent électoral. Ici, à Bamako, le ministre de la fonction publique a rencontré ce matin les 1300 fonctionnaires stagiaires. Il les a invités au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Cette rencontre se tient en prélude à une série de formations destinées aux fonctionnaires recrutés cette année. La première s'ouvre demain. Reportage de Bourama Traoré. C'est tout heureux et satisfait que les nouveaux fonctionnaires ont accueilli le ministre de la fonction publique. Une rencontre dans une atmosphère bon enfant avec à la clé des messages sans ambiguïté. D'abord, le ministre Mamadou Namouri Traoré félicite les fonctionnaires stagiaires et tient à rappeler cette exigence. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée dans la fonction publique pour être fonctionnaire. C'est par la voie des concours. C'est ce sur quoi je me suis engagé. Et je pense, sauf si vous me dites le contraire, que ce que j'ai réussi à faire prévaloir lors de ces concours.
Vous étiez 58 000, il y en a 1300 qui ont été reçus. Je vous félicite. Ces meilleurs fonctionnaires, appelons ainsi, sont appelés au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Avec ses interlocuteurs, le ministre Traoré a fustigé certaines pratiques qui minent notre société, dont la corruption et le népotisme. Les nouveaux fonctionnaires sont donc appelés à être des modèles. Vous êtes donc des jeunes fonctionnaires. Vous avez acquis dignement ce titre. Vous devez rester dignes, loyaux et intègres vis-à-vis de l'État. Vous devez veiller à tout moment à préserver les intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans le privé, tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la fonction publique. Vous ne devez pas utiliser vos fonctions à des fins personnelles, car cela s'appelle la corruption. La rencontre entre le ministre de la fonction publique et les fonctionnaires stagiaires se tient en prélude à une série de formations. Ces formations visent à mieux outiller les nouvelles recrues afin qu'elles puissent répondre efficacement aux attentes des usagers et de l'administration publique. Dans le cadre de la concertation régulière avec les partenaires sociaux, une réunion a regroupé ce mercredi 22 mai au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le ministre délégué chargé du budget et le bureau de coordination de l'AEM. La réunion a débattu des points de revendication qui ont essentiellement trait au paiement des bourses et trousseaux, aux problèmes d'inscription au titre de l'année universitaire 2012-2013, ainsi qu'aux cas de sanctions disciplinaires ayant visé des responsables de l'AEM à Sikasso. À l'issue des échanges fructueux, les deux parties ont convenu de ce qui suit. Pour l'AEM, la levée de son mot d'ordre de grève et la recherche de solutions à ces doléances dans le cadre de la concertation avec la partie gouvernementale compte tenu de la situation particulière du pays. Pour le gouvernement, le paiement des bourses et trousseaux régulièrement dus dans les plus brefs délais, la poursuite et l'amélioration de la bancarisation des paiements des bourses et trousseaux des étudiants, le règlement définitif des problèmes d'inscription des étudiants dans les facultés dans les meilleurs délais. Et c'est signé par les trois parties. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Agrissa, a rencontré cet après-midi les maires du district de Bamako. La question de l'insalubrité de la ville était au centre des échanges. Pour y remédier, un plan d'urgence d'assainissement de la ville de Bamako est proposé par les acteurs. Agali Agrissa. L'assainissement de la ville de Bamako est devenu un casse-tête auquel il faut trouver une solution le plus rapidement possible. Une solution à laquelle les acteurs de l'assainissement s'attellent en initiant cette rencontre. Les 6 maires ou leurs représentants, le gouverneur et le ministre en charge du département ont échangé sur la question. Ces échanges ont permis d'identifier les difficultés inhérentes à l'évacuation des déchets hors de la ville de Bamako. Les problèmes qui se posent au niveau de l'assainissement sont de deux ordres. Premièrement, il y a les dépôts de transit, puisque leur nombre est insuffisant. Alors, ça fait qu'il y a plus de dépôts anarchiques. Deuxièmement, c'est que ces dépôts de transit, la mairie n'arrive pas aujourd'hui à les évacuer vers la décharge finale, faute de moyens. Face à ces problèmes, des mesures d'urgence s'imposent afin d'améliorer le cadre de vie des millions d'habitants de la ville de Trois-Caïmans. Le programme d'urgence que nous avons élaboré, qui consiste à dégager un certain nombre de tas d'ordures les plus importants dans la ville de Bamako. La deuxième chose, c'est de réfléchir aussi sur comment trouver une solution durable à cette question des ordures de Bamako. Et des stratégies ont été dégagées sur lesquelles nous allons travailler pour voir comment à l'avenir équiper chacune des mairies, la doter de tous les matériels qu'il faut pour pouvoir assurer une gestion quotidienne, régulière et pérenne. Rappelons que le schéma actuel d'assainissement de la voirie prévoit l'évacuation d'environ 2300 mètres cubes par jour.
Des efforts qui n'empêchent pas la formation des monticules de déchets à travers la ville. Revenons dans le monde scolaire pour vous dire que les élèves et les professeurs scientifiques étaient en conclave ce matin dans l'amphithéâtre de la faculté des sciences et techniques FAST, donc les étudiants. C'est à la faveur d'une conférence grand public animée par le professeur de physique Dioïla Bagayoko. Les détails dans nos éditions de demain avec Cheikh Omar Sangari. La collaboration entre la force Serval, la MISMA et les forces armées maliennes, la transformation de la MISMA en MINUSMA, tels sont entre autres sujets évoqués par le porte-parole de la MISMA. C'était lors du traditionnel point de presse de la mission. Notre reporter Aloussene Touré pour les détails. Environ 4/5 des forces de la MISMA sont déployées sur le terrain et couvrent la presque totalité du territoire. Nos hommes sont à Menaka, à Gao, à Songo. Nos hommes sont à Gossi, Luenza, à Koro. Nos hommes sont à Sévaré, sont à Tombouctou, à Ngundam, à Diabali, Léré, Nara. Et nous menons des patrouilles régulières dans toutes les zones, comme à Niafunke, à Diré, à Bé, etc., etc. Les opérations de sécurisation se poursuivent conjointement avec les forces armées maliennes et la force Serval. La transformation de la MISMA en MINUSMA est également très attendue par les forces africaines qui passeront toutes désormais sous bannière onusienne. La MINUSMA va s'appuyer sur la MISMA. Les contingents de la MISMA qui sont là vont intégrer la MINUSMA. Pour le moment, nous sommes un peu plus de 6 000. Et comme la MINUSMA a besoin d'environ 11 000 hommes, et certainement la MINUSMA va demander d'autres pays contributeurs afin d'augmenter les effectifs. Seul point noir dans ce beau tableau, les affrontements entre frères ennemis à Ber et à Anefis. Une situation plus qu'embarrassante car s'ajoutant à l'incontournable question de Kidal. Les prochains jours nous instruiront sur l'évolution de cette situation. La direction de l'information et des relations publiques des armées informe la presse nationale et internationale qu'en raison des travaux de réflexion entrepris dans sa salle de conférence, les points de presse sur les opérations au nord sont reportés à une date ultérieure. En 4e région, l'état-major général des armées mobilise les forces armées de sécurité pour la protection des droits humanitaires. Il a organisé une session de formation sur le respect strict des droits des femmes et des enfants pendant les conflits armés. L'idée est de mieux maîtriser les normes juridiques nationales et internationales en temps de guerre. Reportage de Brahima Kone. L'état-major général des armées estime que les femmes et les enfants sont les couches les plus vulnérables de la société en temps de guerre. Le respect strict de leurs droits s'avère obligatoire pour la restauration d'un climat de confiance en période de conflit et post-conflit. Il est perçu comme l'un des éléments clés de la résolution de la crise sécuritaire de notre pays. Le thème de ce séminaire qui est, je cite, « Sensibilisation et formation en droit et protection des femmes et des enfants » pendant les conflits armés des forces armées et sécurité, vu la situation du Mali est très significatif pour notre armée. C'est pourquoi nous vous invitons, les séminaristes, à beaucoup d'attention et d'écoute. Je pense que les forces armées de sécurité doivent être en première ligne pour ce respect strict des droits de la personne pendant la situation des conflits armés. C'est à travers ces formations que la hiérarchie militaire s'engage à démontrer leur volonté et leur souci de respecter et de faire respecter les droits humains pendant les conflits armés, dont ceux des femmes et des enfants. Les initiateurs de cette session de formation devront s'appesantir sur la vulgarisation du code de conduite des forces armées de sécurité. C'est ce qui facilitera la maîtrise des normes juridiques nationales et internationales pour les participants. Nous souhaiterons que tous les instruments juridiques nationaux, internationaux relatifs au respect des droits de la personne que notre pays a adhéré soient respectés par nos soldats sur le théâtre d'opération. Le gouverneur de région Thierno Boubacar Sissé a réaffirmé son soutien à cette initiative de protection des droits humanitaires.
Un atelier national regroupe différents acteurs pour réfléchir sur les voies et moyens pour réussir la réconciliation et la reconstruction post-conflit au Mali. Cette session est organisée par les ministères en charge de l'environnement et de l'administration territoriale. Rachel Tessougui. Comment l'aide humanitaire d'urgence indispensable en phase post-conflit peut-elle intervenir pour soulager les souffrances des habitants du Gourma malien? C'est à cette question que vont tenter de répondre les participants à cet atelier. La zone du Gourma, composée de 3 régions, Mopti, Tombouctou et Gao, se trouve être l'une des plus touchées par le conflit armé. Pour les zones touchées par le conflit, c'est votre engagement, votre détermination à aller dans un premier temps dans la réconciliation sociale qui déterminera la réussite de la reconstruction physique. Et cela est la condition première pour assurer le survie d'un patrimoine national. Selon le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, la réconciliation et la reconstruction de la zone du Gourma sont des conditions indispensables pour envisager l'avenir de notre pays. Le présent atelier vise à faire en sorte que nous puissions nous pencher sur les voies et moyens de rétablir la paix sociale, reconstruire à moyen et long terme les infrastructures, rétablir le tissu économique et envisager un avenir avec toutes les populations du Mali en général et celle du Gourma en particulier. La zone du Gourma tire sur sa spécificité dans la présence des éléphants dont la préservation constitue un enjeu national et international. Suite aux nombreuses contributions, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA, intitulé « Appui aux forces armées », présente à la date du 17 mai 2013 un solde de 2 817 546 141 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget renouvelle sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. À Dakar, une grande prière a été initiée dans la localité de Mbour pour le retour de la paix au Mali et en Casamance. C'était lundi dernier en présence de nombreux fidèles et d'une délégation de l'ambassade du Mali au Sénégal. Reportage de Suleiman Kantara Sissoko. Ngekok, localité située près de Mbour, lieu de convergence de tous les musulmans désireux de sacrifier à la traditionnelle prière de Salatul Tasbih. Cette année, c'est la 43e édition. La première a eu lieu en 1970 avec comme et seul unique objectif de se faire pardonner les péchés. La Salatul Tasbih, ou prière de la purification, regroupe chaque année tous les guides religieux du Sénégal et plusieurs délégations d'Afrique et d'ailleurs. Dès les premières heures de la matinée de ce 20 mai, les fidèles musulmans ont pris d'assaut pour prier Salatul Tasbih, que certains érudits avaient appelé assurance touriste. Après la prière et les bénédictions pour la paix dans le monde, notamment au nord du Mali et en Casamance, le porte-parole des guides religieux a magnifié la coopération séculaire existant entre le Mali et le Sénégal. Le Sénégal et le Mali, si ces deux entités, en vérité, c'en est une seulement, avec les mêmes religions. La coutume, les us donc, tout se retrouve de part et d'autre. L'ambassadeur a pour sa part remercié les autorités et le peuple sénégalais pour leur soutien au Mali durant les dures épreuves. C'est la deuxième édition à laquelle j'assiste, consacrée en grande partie aux prières et bénédictions pour le retour de la paix au Mali. On ne sait pas combien de dizaines de milliers de fidèles se sont retrouvés ici. Il y en a beaucoup. Parmi eux, il y a certainement au moins un pour lequel les prières seront acceptées.
Retour au Mali, nous allons dans la région de Tombouctou où la situation sécuritaire est calme. Le constat a été fait aujourd'hui par le chef de la MISMA qui a effectué une visite sur le terrain. Pierre Bouyoya y a rencontré les militaires du bataillon Badenya du Burkina Faso et les autorités administratives. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux Karunga Konaté et Mamari Kone. La région de Tombouctou est calme, néanmoins elle est confrontée à un sérieux problèmes humanitaires liés à l'alimentation, à l'éducation et à la protection civile. L'UNICEF et la FAO ont entrepris des actions pour la sécurité alimentaire des populations. Reportage de Yéya Tandina. Le programme alimentaire mondial PAM, le Fonds des Nations Unies pour l'éducation et la culture UNICEF et l'Organisation internationale pour l'alimentation FAO, ces agences humanitaires des Nations Unies ont voulu à travers cette visite à Tombouctou évaluer les besoins humanitaires et faire l'état des lieux. Une rencontre avec les autorités régionales a permis à la délégation de s'imprégner de la situation sécuritaire et alimentaire dans la région. Des actions seront entreprises dans ce domaine afin d'entendre le chef de la délégation. On fait un travail conjoint à Tombouctou. On a commencé les cantines scolaires dans cette école et dans 149 écoles dans la région de Tombouctou. L'UNICEF aussi appuie ses activités dans cette école. Elle donne des cahiers, des ardoises aux enfants. Pour la FAO, ils sont en train d'appuyer les parents avec des semences et des engrais. Autre temps fort de cette visite, les échanges avec l'imam de la grande mosquée et la rencontre avec les élèves responsables de l'école de Bariz. Nous nous réjouissons de votre arrivée chez nous. Merci pour votre assistance. Merci PAM. Merci UNICEF. Ces agences du système des Nations Unies sont restées avec nous pendant toute la crise. Quant à l'engagement du gouvernement à tenir son rôle, qui est de faire venir tous les enseignants qui ont dû être déplacés par la force des choses, de favoriser la reconstruction des infrastructures, l'équipement et la mise à disposition du matériel didactique. Ces échanges ont permis aux représentants des agences humanitaires de rencontrer parallèlement leurs cibles et programmer des actions dans le futur. À Caille, la coopération entre la région Île-de-France et le Conseil régional de Caille se porte bien. En témoignent les nombreux projets réalisés en 20 ans de coopération et le tout dernier projet qui compte appuyer les déplacés du Nord résidant dans la région de Caille pour plus de 32 millions de francs CFA. Le lancement du projet avec Mahamadi Alioubari. Ces signatures marquent le lancement du projet d'appui aux déplacés des régions du Nord résidant dans la région de Caille. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer les conditions de séjour et de retour de ces déplacés dans leur région d'origine. Il permettra à coup sûr aux déplacés d'exercer des activités génératrices de revenus, toutes choses que le président du Conseil régional de Caille, Bandjougou Diawara, apprécie à leur juste valeur. Ce projet financier va s'inscrire dans ce cadre-là, appuyer ceux qui veulent retourner quand les conditions le permettent et ceux qui, pour d'autres raisons, souhaiteraient rester encore un peu de temps parmi nous en région de Caille, accompagner cela à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus, mais également prendre en compte la scolarisation ou la scolarité des élèves. Cet élan de solidarité de la région de Caille à l'endroit des déplacés pour soulager leurs souffrances doit être multiplié. La région de Caille, il y a eu un choix particulier qui est celui de ne pas faire de camp de réfugiés et donc de recevoir chez l'habitant l'ensemble des déplacés qui sont venus se réfugier ici. Donc dans ce cadre-là, nous avons mis en place, mis en œuvre et voté à la région Île-de-France un budget spécifique de 38 200 € sur un projet global de 49 150 € qui vient en appui à ces déplacés et à l'action particulière qu'a menée la région de Caille. Signalons que ce projet est financé par la coopération Île-de-France à hauteur de 32 millions de francs CFA pour une durée de 7 mois et couvrira les 7 cercles de la région de Caille. Sur un tout autre sujet, à l'occasion de sa rentrée politique à Baguinda, la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, a enregistré de nouvelles adhésions. L'événement a fait l'objet d'une cérémonie présidée hier par son président Fousséni Amianguindo. Reportage de Timoko Sagara. Les populations de Baguineda ont pris d'assaut le nouveau siège de la CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Ici, les militants du parti de la Quenouille sont venus être témoins de la rentrée politique de leur parti, mais aussi l'enregistrement de nouvelles adhésions. Nous sommes venus aujourd'hui à Baguinda pour recevoir en fait le maire
ses conseillers et aussi le maire de Dialakorodji et ses conseillers et des conseillers dans la commune de Dogodouma. Selon le président candidat, la CODEM appartient aux militants engagés et dévoués pour la cause du parti. Il n'y a ni premier ni dernier venu. C'est pourquoi les échanges ont porté sur les préoccupations majeures des populations de Kati et de Baguineda, entre autres l'aménagement des terres, la maîtrise de l'eau, l'électricité, la bonne gouvernance, le problème des déplacés du Nord et l'école. La CODEM va mettre l'éducation et l'agriculture en tout cas au cœur de son programme de gouvernement et même de la profession de foi du candidat à CODEM. C'est pourquoi les militants du parti à l'unisson ont renouvelé leur engagement à soutenir leur président candidat aux élections présidentielles de 2013. Pendant 5 ans, la CODEM n'a pas arrêté de travailler. Donc je peux dire que c'est une force. Peut-être qu'on ne tardera pas à découvrir. L'inauguration du nouveau siège et la visite des locaux ont mis fin à cette rentrée politique de la CODEM à Baguineda. La Banque nationale pour le développement de l'agriculture, BNDA, a tenu à Paris la 113e session de son conseil d'administration. Malgré la crise, des avancées ont été enregistrées dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne les offres de services et l'accroissement de la clientèle. Reportage de Makanfin Konate. La BNDA a enregistré 18 000 nouveaux clients en 2012. 7 agences supplémentaires et 4 nouveaux distributeurs automatiques ont été installés. Les administrateurs ont renforcé la rigueur dans la gestion par la multiplication des contrôles et des réunions de direction. Ces différentes décisions ont permis à la Banque nationale pour le développement de l'agriculture de maintenir le cap en matière de résultats. Le volume des crédits octroyés par la banque a atteint 252 milliards de francs CFA, en régression de moins 2%, mais aussi la collecte des dépôts a atteint un niveau de 153 milliards de francs CFA, soit une progression de 2,5%. Au même moment, le produit net bancaire de la banque a progressé pour atteindre 22 milliards de francs CFA et le résultat net après impôt a atteint 3 milliards 097 millions de francs CFA. Et enfin, le total du bilan de la banque s'est stabilisé à 244 milliards de francs CFA. Les administrateurs de la banque ont souhaité et encouragé le retour de la banque dans les régions affectées par la crise sécuritaire au nord du Mali. Afin d'accompagner les entreprises et les particuliers, le plan de relance économique adopté à Bruxelles le 15 mai dernier attend également une forte implication de la BNDA. Le plan de relance met un accent particulier sur les aménagements agricoles. Et je pense qu'à ce titre-là, la BNDA a un savoir-faire et une expertise à faire valoir. Et la BNDA sera au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'accompagnement du monde agricole dans la mise en œuvre de ce plan d'investissement pour accroître les aménagements agricoles, de façon à réduire, n'est-ce pas, la dépendance de la production agricole au risque climatique. Avec 252,6 milliards de crédits octroyés en 2012 contre 149,767 milliards de dépôts collectés, la BNDA demeure le premier partenaire du secteur agricole au Mali. Nous quittons Paris pour retourner à Dakar où se tient au siège de la BCEAO un séminaire d'information à l'intention des journalistes de l'UEMOA. Les participants seront ainsi mieux outillés sur l'organisation de la banque, ses attributions et les perspectives économiques des États membres de l'UEMOA. Envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Abdul Salam Bambara. La direction de la Banque centrale est dirigée par un gouverneur en la personne de l'Ivoirien Tchemogom Meili Kone. Il a un mandat de 6 ans renouvelable. Le gouverneur de l'institution est considéré comme la cheville ouvrière de l'organisation bancaire car il est au début et à la fin de toutes les réalisations entreprises. C'est pour permettre une bonne articulation entre la politique monétaire et la politique budgétaire des États. Et c'est ce que peut-être vous avez entendu parler de ce terme, on parle de policy Nice. Le gouverneur met en œuvre la politique monétaire. Il n'y a aucun texte qui spécifie la nationalité du gouverneur. Vraiment, ce qui est dit, c'est que le gouverneur est choisi parmi les ressortissants d'un des membres de l'Union monétaire ouest-africaine. La BCEAO est conduite par 4 autres organes, à savoir le comité politique monétaire, le conseil d'administration, les conseils nationaux des crédits et enfin le comité d'audit conduit présentement par notre pays.
Dans le souci d'une bonne harmonisation de fonctionnement de la banque, une étroite collaboration est nouée avec d'autres institutions telles que la BEAD ou encore la commission de l'UEMOA. L'un des éléments importants pour supporter la monnaie commune, c'est qu'il faudrait que les différents États, au-delà de leur politique nationale, puissent cibler certains secteurs précis dans lesquels ils mutualisent leurs efforts et harmonisent donc leur politique et mènent des politiques communes dans différents secteurs. Il faut noter que la BCEAO jouit d'une indépendance par rapport au recrutement de son personnel. En dehors du gouverneur, le reste des agents est recruté sur les critères propres à la structure financière. Retour à l'actualité nationale, sensibiliser les employeurs et les employés à la prévention et à la gestion des risques professionnels. C'est le but visé par le Centre africain de prévention des risques professionnels. Le centre organise depuis hier un colloque sur le sujet à l'intention des participants venus de plusieurs pays africains. Reportage de Aloussene Touré. La prévention des risques professionnels en entreprise est un facteur d'accroissement de la productivité. Elle constitue également le préalable à l'élaboration d'un plan de prévention en santé et en sécurité au travail. C'est donc fort de cette double conviction que les participants au dernier colloque tenu en 2011 ont recommandé que ce sujet figure en bonne place dans le présent colloque. C'est désormais chose faite et les participants ont plusieurs raisons de se montrer studieux. Premièrement, du point de vue légal, la réglementation du travail fait obligation aux employeurs de prendre les mesures destinées à assurer la protection des personnes qu'ils emploient. Sur le plan moral et social, les cadres dirigeants ne peuvent être insensibles aux risques auxquels les travailleurs sont exposés. Le succès d'une telle entreprise dépendra de la force du partenariat entre employeurs et employés. Les employeurs doivent accepter de donner suite aux préoccupations de la sécurité intégrée de la phase de conception en mettant à la disposition des travailleurs des moyens de préserver leur intégrité physique et morale. Quant aux travailleurs, ils doivent accepter de se soumettre aux contraintes pour que leur propre sécurité, dont ils sont du reste les principaux artisans. Le colloque sur la prévention des risques professionnels en entreprise prendra fin jeudi. Sport, championnat national, 23e journée. Le CS Dougou-Wolonfila en déplacement est venu battre l'AESCO ici à Bamako 1-0. L'USFAS et la Somme se sont partagés les points, un but partout. Le résumé des deux matchs avec Diara Konati. La course pour le maintien en Ligue 1 demeure encore entre les clubs au bas du classement. L'ASCO 12e, 22 points, et reçoit le CS Dougou-Wolonfila 8e avec 28 points. Ces duels tournent vite à l'avantage du CS Dougou-Wolonfila. Bien en place, le CS Dougou-Wolonfila avec dans les buts, Cheikh-Mar Batili va enrayer plusieurs situations de but. Les buts restent inviolés pendant les 45 premières minutes. L'espoir des visiteurs démarqués se concrétise suite à une combinaison minime. Mamadou Doumbia, face au portier de l'ASCO, met la balle au fond. 1-0 à la 60e minute. Malgré plusieurs autres offensives, le CS Dougou-Wolonfila l'emporte par le score minimum. La seconde rencontre, USFAS à Somme, s'est soldée par le nul 1-1. Avec une attaque sans précision, devant les buts, les militaires passent plusieurs fois sans parvenir à scorer. Il a fallu attendre la 42e minute pour voir l'ouverture du score. Adama Traoré servit dans une position idéale bas le portier. 1-0, score à la pause. À la reprise, les militaires tombent dans la facilité avec des actions offensives sans conviction. Cela permet aux joueurs de Missira de se ressaisir et prendre confiance. La Somme arrive finalement à établir la parité à la 85e minute. Aujourd'hui, on voulait réagir, on voulait même gagner. On était venu vraiment pour gagner. Mais on a eu un bon point. L'histoire se contente désespérément de ces résultats 1-1.